Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. La sortie de crise est-elle en vue? Elisabeth Borne propose dans les colonnes du Parisien de suspendre la réforme des retraites de 2023 dont elle a été l'architecte. Est-ce que vous soutenez ce pas vers la gauche et les syndicats? Alors, je ne le soutiens pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ah oui, pourquoi? Je pense qu'il faut aller de l'avant, certes, et on ne va pas de l'avant en renonçant à un certain nombre d'acquis. Et je pense que cette réforme des retraites, qui était un premier pas vers une normalisation, notamment à l'échelle européenne, je ne pense pas que ce soit quelque part une avancée qui soit souhaitable. Je comprends qu'elle soit faite dans un contexte politique qui potentiellement pourrait permettre de proposer des avancées à la gauche, mais je ne crois pas que pour notre pays, ce soit une avancée majeure et importante. Parce qu'on rappelle qu'Édouard Philippe avait même proposé 67 ans pour les 67 réformes. ans. Donc pour vous, c'est une ligne rouge? Écoutez, est-ce que c'est une ligne rouge? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse définir l'avenir politique de nos enfants, de nos grands-parents, à travers simplement le prisme des retraites. On ne parle pas du progrès social, on ne parle pas du progrès technique, on ne parle pas de l'éducation, on ne parle pas de la santé. Est-ce que l'on va encore, pendant très longtemps, ne parler que des retraites dans notre pays, alors même que l'ensemble de nos partenaires européens ont déjà fait cette avancée, ont déjà quelque part calé l'âge limite de la retraite, 67 ans, voire même un peu plus. Il faut savoir écouter, il faut savoir bouger, dit Elisabeth Borne. Est-ce qu'il faut quand même faire ce pas vers la gauche aujourd'hui, qu'on voit qu'à droite, eh bien, bouger, il y a une crise? renoncer, c'est pas renoncer, justement. Il ne vous aura pas échappé que la situation du pays est quand même assez complexe. Notre situation économique, notre situation budgétaire est plus que difficile. Et je ne crois pas qu'en renonçant à cette retraite, qui est un premier pas vers une normalisation européenne sur l'âge limite de départ à la retraite, je ne crois pas qu'on va résolutionner et solutionner les problèmes du pays. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? C'est quoi? C'est une histoire de coût politique aujourd'hui dans cette crise, ou c'est une histoire de coût même budgétaire? On sait que par exemple, ça coûterait 13 milliards d'euros, cette suspension, selon la Cour des comptes. Est-ce que vous croyez vraiment que notre pays peut se permettre ce luxe-là de renoncer à des réformes qui ont un impact budgétaire imminent? Deux agences de notation vont être amenées à se prononcer sur la notation de la France fin octobre et fin novembre. Et vous croyez que tout ça ne va pas avoir d'impact sur le renchérissement des taux d'intérêt, sur les crédits à la consommation, sur les crédits immobiliers dans les semaines qui viennent? Non, je ne crois pas que ce bouger, comme on dit un petit peu dans l'expression politique, soit un bouger qui soit quelque part raisonnable et même sensé. Et si c'était le choix d'Emmanuel Macron, par exemple, de nommer un Premier ministre de gauche ou issu de la gauche qui porterait ce projet, est-ce qu'Horizon serait amené à participer à un tel gouvernement? Écoutez, tout dépend de la gravité de la crise qui va, à mon avis, encore se prolonger. Il appartiendra, non, c'est pas exclu, mais il appartiendra à notre famille politique. Moi, je vais juste recontextualiser les choses. Après l'élection présidentielle, nous avons proposé, Édouard Philippe avait fait une première proposition, de s'allier avec les LR pour justement constituer un socle commun, déjà, en 2022. En 2024, il a également refait une proposition pour s'allier avec les démocrates pour justement avoir une plateforme qui, quelque part, propose le moins d'instabilité possible. Mais parce qu'il fallait peut-être y associer d'autres réformateurs ou d'autres démocrates sociaux qui avaient envie de proposer le moins d'instabilité possible pour notre pays. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc, nous verrons ce qu'il y a également sur la table. Mais je ne crois pas qu'on va définir ce socle budgétaire en taxant plus et en renonçant aux efforts budgétaires que nous devons faire. Arnaud Péricard, hier, la déclaration d'Édouard Philippe a fait l'effet d'une bombe. Il demande à Emmanuel Macron d'organiser une présidentielle anticipée après avoir fait adopter un budget. Emmanuel Macron s'est toujours refusé à cela. Pourquoi son ancien Premier ministre le pousse-t-il à le faire? Écoutez, je crois que nous vivons un moment assez dramatique de la vie politique française de la Ve République, et je ne crois pas que notre pays puisse accepter, ni même continuer à vivre ce que nous vivons déjà depuis 15 mois. Est-ce qu'on va continuer sur les 15 ou 16 prochains mois de la même manière? Je crois que ça n'est plus possible. Ça veut dire que le problème pour vous, c'est Emmanuel Macron aujourd'hui? Écoutez, on regarde toutes les options qui sont sur la table. Non, mais ça veut dire ça, Arnaud Péricard. Quand on demande au chef de l'État de démissionner, même avec une formule jolie qui dit présidentielle anticipée, de ça l'organiser, de ne pas le faire sous la contrainte, de ne pas le faire sous la tension, de le faire dans un cadre, peut-être après les élections municipales, peut-être avant l'été, d'ici 6 mois. Le chef de l'État lui-même est un facteur bloquant aujourd'hui? Le chef de l'État est un facteur bloquant parce qu'il est à l'origine d'une situation de blocage du pays. Il lui appartient de débloquer cette décision de dissolution que personne n'a compris, et d'ailleurs personne ne la comprend aujourd'hui, aboutit à un blocage politique et institutionnel majeur et grave. Il appartient au président de la République, dans le cadre des prérogatives
qui sont les siennes, d'essayer de débloquer, de dégripper cette vie politique. Trahison, crient les proches du chef de l'État, qui voient là un mouvement d'Édouard Philippe, un peu paniqué par les sondages qui plongent et qui le donnent parfois absent du second tour de l'élection présidentielle. Mais quelle trahison quand on a servi avec loyauté son pays pendant 3 ans, avec constance, avec cohérence. Quelle trahison quand on a participé à tous les gouvernements, justement, dans cet esprit de responsabilité. Quelle trahison quand nous n'avons jamais édifié de lignes rouges, de barricades, dans le cadre de la participation à cette action gouvernementale. Nous avons été des acteurs loyaux, fidèles, pas souvent d'ailleurs récompensés, mais ça, c'est pas grave. Et donc, aujourd'hui, nous posons toutes les solutions qui sont sur la table et nous pensons que cette solution est peut-être la moins pire. En même temps, les proches du chef de l'État disent que ça pourrait laisser des traces entre les deux hommes et que politiquement, ça n'est peut-être pas payant pour Édouard Philippe et son parti. Écoutez, je ne sais pas de quelles traces il s'agit. Il ne vous aura pas échappé non plus qu'il y a une forme de distanciation dans la relation entre les deux hommes déjà depuis un certain temps et qu'Édouard Philippe n'est plus aux affaires depuis quasiment 5 années. C'est devenu une obligation de couper le cordon avec le macronisme. On entend Gabriel Attal aussi, qui dit ne pas comprendre les décisions du président de la République. Alors, à ceci près que Gabriel Attal est le responsable politique d'une formation qui est elle-même la formation politique du président de la République. Il va en changer d'Horizon. Ce qui n'est pas le cas d'Horizon, d'ailleurs. Horizon, c'est une famille politique avec un certain nombre de membres de la diaspora, de la droite, qui s'est retrouvée un petit peu en l'air, en déshérence, après l'élection d'Emmanuel Macron depuis 2017, depuis 2022, et qui a vocation à rassembler des hommes et des femmes qui préparent un projet présidentiel, celui d'Édouard Philippe. Vous savez qu'en disant cela, vous associez votre voix à celle de LFI ou du Rassemblement national. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème, vous, qui appelez à la raison ? Écoutez, il y a un dénominateur commun, c'est que la crise politique dans laquelle nous vivons, elle est grave et elle est sérieuse. Et on doit trouver une sortie de crise. On a bien vu que Sébastien Lecornu a essayé de proposer une solution d'un nouveau gouvernement. Ça a duré 14 heures. Alors, combien de temps encore tout cela peut-il et va-t-il durer ? Clairement cause commune avec Jean-Luc Mélenchon, qui depuis des mois dit... Mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Démission. Gabriel Attal fait presque le même constat. Alors, chacun met des nuances peut-être dans les propos qu'il utilise aujourd'hui, mais on voit bien que tout le monde, quelque part, s'accorde à dire qu'il faut qu'on ait une sortie de crise. Alors, le fait de nommer un nouveau gouvernement avec un objectif budgétaire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important qu'on ait un budget. Moi, je suis maire d'une collectivité, je m'occupe aussi d'un département, d'une communauté d'agglomération. Si je n'ai pas de budget de l'État, comment je vote, moi, mon budget avant la fin de l'année ? d'Édouard Philippe, faire un budget et ensuite bien sûr, faire un budget et après choisir un cadre raisonné, une sortie par le haut, peut-être avant l'été, pour une nouvelle organisation. Édouard Philippe, il y a quelques semaines, disait peut-être que la dissolution est inéluctable. Il a changé de position ? Non, il n'a pas changé de position. On se rend simplement compte, et d'ailleurs la plupart des analystes font peut-être le même constat, qu'une nouvelle dissolution ne changerait pas la donne. On voit ce que donnent les sondages. Et là, on serait pour le coup dans une situation de crise qui serait intenable si nous n'avons pas encore de majorité absolue à l'issue d'une nouvelle dissolution. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que la pression sur le président deviendra intenable pour le coup. Fin des consultations ce soir pour Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que vous attendez encore de ce Premier ministre démissionnaire, missionné pour une mission de négociation ? Non, je crois qu'il fait un travail courageux. Il faut toujours maintenir le dialogue. Il faut toujours être en situation de pouvoir discuter avec tous ses partenaires ou ceux qui ne sont pas ses partenaires. Il reçoit d'ailleurs la plupart des partis de gauche, je crois, ce matin. Il faut qu'on ait ce dialogue-là. Malheureusement, ce dialogue-là n'a pas toujours été facile ou aisé depuis ces derniers jours ou ces dernières semaines. Je pense que le travail qu'il fait, je l'espère, portera ses fruits. Vous appelez le chef de l'État à prendre la parole. On est dans un moment politique grave et on ne l'entend pas. Je crois que c'est important qu'il puisse s'exprimer. Je crois que c'est important qu'il nous dise avec quelle vision il voit la suite des événements et comment il apporte, quelque part, comment il va essayer de dénouer cette crise politique importante. Il doit prendre la parole. Une dernière question. Après 2 jours de recul, est-ce que vous attribuez la responsabilité de la chute du gouvernement à LR, à Bruno Retailleau, qui, là, ces dernières heures, s'emploie à dire que ça n'est pas lui? Écoutez, moi, je n'ai pas très bien compris l'enchaînement des événements du côté de chez LR. Ils avaient quasiment 8 ministres et la moitié du groupe parlementaire a voté la confiance. Donc, je n'ai pas déjà bien compris cette première séquence. La deuxième séquence, qui est celle de faire porter à Bruno Le Maire, qui est, comme l'a dit Édouard Philippe, ni Gengis Khan, ni Attila, quelque part la responsabilité de cette faillite gouvernementale. Je ne crois pas que ce soit très raisonnable non plus. Merci beaucoup Arnaud Péricard d'être passé par le plateau de France Info ce matin. Merci.